Je suis accompagné pour la formation par un membre du comité scientifique de l'UNA, donc Dr Bosgurier, qui est chirurgien gynéco ici et chirurgien d'endométriose ici à la clinique Bouchard à Marseille, du groupe Elsan. Donc on va suivre donc à peu près le programme du DPC, de refaire un cycle de formation. Voilà, donc là c'est un thème assez large sur les traitements qu'on a décidé peut-être d'améliorer avec une certaine rapidité sur quelques rappels, etc. Puis surtout des cas cliniques qui permettent de mieux fixer l'état de l'art et de ce qui se passe dans l'endométriose et aussi de laisser du temps donc, à la discussion. Donc, Brice, je te laisse commencer. Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc voilà, on va commencer rapidement sur des petits rappels. On parlera peut-être plus en détail à la fin de l'application. Voilà, le principe, c'est donc vous l'avez compris, de mettre en place un réseau de prise en charge de l'endométriose pour qu'on arrête de traîner à diagnostiquer les patientes. Souvent, on les voit toujours aujourd'hui avec 6-7 ans de passé douloureux avant d'avoir un diagnostic, qui est pourtant, en fait, on dit presque téléphonique, très facile. Donc, l'idée, c'est de donner les outils et de mettre en place un réseau de prise en charge et de diagnostic. Allez, on va commencer par quelques petits rappels. D'abord, sur l'endométriose. Donc, c'est quoi l'endométriose? On rappelle comme la définition, c'est une affection non néoplasique, ça n'est pas une maladie cancéreuse, où on a des cellules de l'endomètre, des glandes endométriales qui vont venir se localiser ailleurs dans le ventre, par définition en dehors de l'utérus ou au sein même du myomètre. On parle à ce moment-là d'adénomiose. Et ça, dans votre pratique, vous le voyez tous les jours. Il y a du surdiagnostic. Il y a ceux qui disent dès qu'une patiente a mal, forcément, c'est de l'endométriose. Plus souvent, on voit plutôt dès qu'une patiente a mal, c'est plutôt dans la tête. Il y a des surtraitements. On est passé de l'ère où on n'opérait personne, on disait qu'on pouvait rien faire quand on arrivait à les diagnostiquer, à l'ère suivante, comme souvent, où on s'est mis à opérer tout le monde. Et comme toujours en médecine, on finit par se stabiliser un petit peu entre les deux, à être beaucoup plus modéré sur les indications chirurgicales qui ne rendent pas toujours service. Ça concerne, on estime, alors c'est toujours difficile d'estimer, ça dépend évidemment de beaucoup de choses, mais globalement c'est 10% de la population féminine dans le monde. Si on prend en compte parmi les patientes douloureuses, on retrouve des études avec des extrêmes de jusqu'à 50%, une patiente sur deux. Dans les populations infertiles, on retrouve environ un tiers des patientes qui ont à différents degrés de l'endométriose. Dans les stérilités dites, enfin stérilité c'est un mauvais mot, dans les infertilités dites inexpliquées, le chiffre est encore plus élevé. Et sur les séries autopsiques ou d'autres indications chirurgicales, on retrouve jusqu'à 2% de lésions d'endométriose. Donc voilà, quelque chose de très très fréquent et pas du tout anecdotique. La population type, bon, évidemment, c'est une maladie strictement féminine, strictement exclusivement féminine, plus souvent diagnostiquée entre 30 et 45 ans, mais probablement que c'est beaucoup trop tard, on pourrait les diagnostiquer beaucoup plus tôt. Ça concerne toutes les ethnies et on retrouve très souvent dans la littérature qu'il y a un profil particulier, plutôt un haut niveau socio-économique, plutôt des femmes angoissées, plutôt intelligentes et actives. Mais ça, il y a beaucoup de biais. C'est évidemment quand on est un plus haut niveau socio-économique, on a plus facilement accès aux soins, aux diagnostics, donc beaucoup de biais là-dedans. Donc les facteurs de risque, avoir des antécédents dans la famille, ça favorise un petit peu le risque de survenue dans la descendance d'une endométriose, même si ça n'est pas directement héréditaire. L'exposition au distilbène, c'est en passe de disparaître puisque c'est un médicament qui a disparu du marché en 1978, donc théoriquement on devrait en voir de moins en moins. Les antécédents de césarienne pour une forme un petit peu particulière puisqu'il peut y avoir de l'endométriose qui se localise dans les cicatrices de césarienne. Et en gros après les facteurs de risque sont toutes les situations qui vont augmenter le reflux tubaire, c'est-à-dire le reflux des règles à travers les trompes. Donc voilà, les règles abondantes, quelles qu'en soient les origines, des règles préménopause tardive. En gros, plus on saigne beaucoup et plus on saigne longtemps, plus on a des chances de développer une endométriose. Et évidemment, parmi les populations douloureuses, on va retrouver plus d'endométriose, mais ça, évidemment, ce sont des biais statistiques. Tous les petits autres facteurs de la vie quotidienne, et c'est là où beaucoup de choses ont d'importance en dehors de la chirurgie, de la médecine, c'est que l'exercice physique a un effet protecteur. C'est vrai pour tout en médecine, c'est vrai en cancérologie, c'est vrai c'est vrai aussi pour l'endométriose, en tout cas pour les douleurs liées à l'endométriose. Pareil pour le régime antioxydant alimentaire. Le tabac, alors évidemment, c'est pas encouragé, mais il est décrit depuis longtemps un petit effet protecteur du tabac quand on fume beaucoup. Bon, évidemment, pas remplacer un mal par un autre. La pilule peut avoir un effet plutôt protecteur, surtout si les patientes sont en aménorrhée sans règles. Et voilà, bon, il y a beaucoup de débats sur le poids, la taille, les tampons, ça, il n'y a rien qui a été retrouvé. Tout comme la FIV et les stimulations, il n'y a pas d'influence clairement démontrée sur l'apparition d'une endométriose secondaire aux traitements hormonaux. Évidemment, on peut booster une endométriose préexistante et il y a un petit peu plus de complications en FIV dans ces populations. Donc, la physiopathe, on va vite passer, on la connaît pas bien. Il y a beaucoup de théories, beaucoup de recherches. Globalement, c'est soit un reflux des règles à travers les trompes et des cellules vont s'implanter dans le ventre, soit une métaplasie, c'est-à-dire une transformation des cellules sous l'effet de facteurs de croissance qui viennent de l'endomètre, peu importe. Probablement que la vérité est entre les deux, comme toujours. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. Donc la lésion d'endométriose, bon ça c'est une description qui est très chirurgicale, parce que quand on les voit les patientes au cabinet, c'est évidemment pas ce qu'on voit forcément, mais voilà, c'est une lésion bleutée ou brun, mais parfois ancienne et fibreuse cicatricielle, qui peut être superficielle ou profonde, qui est très rétractile et ce qui cause beaucoup de problèmes, notamment douloureux, et qui entraîne beaucoup d'adhérents. Plus rapidement, c'est vrai qu'il existe des classifications
classifications dans l'endométriose. Il y a deux types de classifications. Le score FSR, qui est celui qu'on utilise le plus en chirurgie, et la classification Fouati. Ce sont que des classifications descriptives qui tiennent pas compte vraiment des symptômes, qui tiennent pas vraiment compte de la réalité de la maladie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la sévérité d'une endométriose en termes de classification et les symptômes d'une patiente. C'est pas parce qu'on voit rien qu'elle a rien, et c'est pas parce qu'on voit une endométriose monstrueuse. On voit quelquefois des endométrioses vraiment spectaculaires avec des patientes qui ont une vie normale et qui sont mères de famille. Donc les classifications ont surtout un intérêt épidémiologique pour les études chirurgicales, pas tellement pour la pratique quotidienne. Comment on diagnostique une endométriose? Donc là, la liste des symptômes qu'on peut énumérer. Donc en gros, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun symptôme spécifique. Il n'y a pas un signe qui dit c'est bon, c'est sûr, c'est une endométriose. C'est un ensemble de symptômes complètement aspécifiques qui vont y faire penser. Le diagnostic peut être dans 95% des cas au moins téléphonique, d'accord? Donc une patiente qui va avoir des règles douloureuses, surtout si ça fait longtemps, surtout au point de ne pas aller à l'école quand ça démarre chez les ados ou au travail chez les adultes, des règles qui sont plutôt abondantes, hémorragiques, avec une douleur pendant les rapports, plutôt profonde, en tout cas au début, surtout quand elle vous décrit que dans certaines positions. Il peut y avoir des douleurs en dehors des règles, non ou mal étiquetées, où on dit j'ai la colopathie, j'ai des troubles digestifs, j'ai ci ou j'ai là, des troubles digestifs et ou urinaires associés, et des symptômes qui sont souvent anciens. Malheureusement, on sait que si vous cochez les cases énumérées là, dans plus de 90% des cas, vous allez trouver une endométriose, et il faut tellement s'y accrocher que même si aucun examen, les échographies, les IRM ne montrent rien, ça n'élimine pas le diagnostic. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Mais globalement, c'est que dans 90% des cas, au téléphone, c'est pour ça qu'on fait un petit peu de téléconsultation depuis quelques temps. En fait, pour une première consultation, surtout pour une jeune fille, c'est largement suffisant puisqu'on sait qu'on va pas ni l'examiner ni faire quoi que ce soit en première intention. Souvent, elles sont juste contentes la première fois au téléphone que vous leur disiez ça fait ressembler à une endométriose, parce que leur premier réflexe, c'est de dire donc je ne suis pas folle. Donc l'interrogatoire est très important puisque c'est vraiment en faisant l'interrogatoire qu'on arrive à avoir un diagnostic, je vous dis au moins une suspicion du diagnostic. Il faut se poser la question, est-ce qu'il y a un problème de grossesse, un désir de grossesse, un problème d'infertilité. L'examen clinique, alors on ne le fait pas chez les jeunes filles, je vous dis chez les ados, on ne fait pas toucher vaginal chez les ados, en tout cas pas sur une première consultation, même pas d'échographie endovaginale. Ça sert à rien, c'est inutile, c'est désagréable. Mais sinon, la base du diagnostic, c'est quand même le toucher vaginal pour rechercher une atteinte du vagin, une infiltration d'un ligament, un vrai nodule recto-vaginal. Parfois, on peut le voir, dans la grande majorité des cas, non. Bien sûr, quand même, toujours éliminer les autres causes de douleur. L'endométriose n'est pas responsable de tout non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme examen en première intention à la consultation? Eh bien, rien. D'accord? Tout d'abord, si une patiente vous dit, moi, je prends 2 Antadis pendant mes règles et je vis parfaitement normalement, je travaille normalement, j'ai une vie sexuelle normale, il n'est pas justifié d'aller faire quoi que ce soit de plus. On dit, continuez avec vos 2 Antadis par mois et puis ça ira très bien comme ça. Après, on peut se poser la question de faire une échographie pelvienne plus ou moins endovaginale selon le contexte, à la recherche donc d'une adénomiose, d'un endométrium qui est un kyste d'endométriose sur l'ovaire. Rechercher un nodule profond, mais ça relève plutôt d'échographistes assez spécialisés, et évidemment chercher les autres causes. L'IRM pelvienne avec un balisage rectal et vaginal, ça c'est important. On voit beaucoup de patientes qui arrivent avec des IRM. La grande majorité des lésions vont se localiser entre le rectum et le vagin, au niveau des ligaments de chaque côté. Donc si on ne fait pas un balisage, si on n'a pas des radiologues qui ont l'habitude de faire des endométrioses, c'est-à-dire qu'une IRM pelvienne, ça prend du temps, c'est long, donc souvent ça embête un peu les radiologues qui sont submergés, et il faut quand même des radiologues qui ont un petit peu l'habitude et qui prennent le temps, sinon on peut vraiment passer à côté. Ça reste l'examen de référence, en tout cas en vue d'une chirurgie. Évidemment, le bilan d'infertilité si la question se pose. Donc voilà un petit arbre didactique. Ça, ce sont des recommandations officielles publiées que vous pouvez retrouver très facilement. Donc comment on explore une endométriose? On commence par un examen clinique. Ça, c'est la recette d'à peu près toute pathologie médicale. Ça paraît dingue de devoir rappeler ces choses-là pour l'endométriose, mais évidemment, un patient en général qui a mal, on va commencer par faire un examen clinique, puis ensuite on va proposer des examens pour essayer d'avoir un diagnostic. Donc on élimine les autres choses. On commence par les choses simples, du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est de faire un coup d'échographie et un examen clinique. Et ensuite, commencer par les traitements simples et ensuite monter en grade en termes d'examen et de prise en charge en fonction des symptômes de la patiente. Donc la douleur, ça c'est très important. Donc comment traiter la douleur? Ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Alors le but optimal, l'objectif numéro 1 dans l'endométriose, c'est pas de traiter le bon traitement de la douleur, c'est de ne pas avoir besoin de traitement pour la douleur. Mais au début, au moins le temps de la prise en charge, évidemment, c'est nécessaire. Donc il y a beaucoup d'options thérapeutiques, on va en parler. Évidemment, les premiers sont les médicaments pour la douleur, les antalgiques, les anti-inflammatoires, les traitements hormonaux, la chirurgie, en sachant que aucun n'exclut l'autre. Souvent, c'est le mélange des genres qui va permettre de bien aider et soulager les patientes. Donc ça, juste un petit schéma sans faire un topo très compliqué sur la douleur. La douleur, c'est très compliqué, et la douleur chronique, c'est encore plus compliqué, d'accord?
Donc l'idée toujours de se dire plus j'ai mal, plus je vais m'habituer, puis ça va passer. Juste avoir à l'esprit que pour des raisons neurologiques et non pas psychologiques, plus on a mal, plus on aura mal. Il y a un système de régulation de la douleur qui se crée chez tout le monde, notamment au niveau du cerveau, des filtres, et plus on a mal longtemps, plus ce filtre va s'émousser et on va avoir des douleurs pour des symptômes, des stimulus qui sont ridicules. Souvent ça torture de la goutte d'eau chinoise, vous savez, la petite goutte d'eau sur le front, c'est rien, mais quand ça dure très longtemps, ça finit par déclencher des douleurs vraiment neuropathiques violentes. Donc ça, c'est très très important parce que c'est des choses qu'on identifie que récemment dans l'endométriose, que les orthopédistes connaissent bien, que les cancérologues connaissent bien, et qui sont très importantes à dépister parce que là, même la morphine ne marchera pas sur ces douleurs-là. Donc voilà, comment on traite la douleur? Les paliers, c'est le spasfon, le paracétamol, globalement, c'est bien, ça a peu d'effets secondaires, il n'y a pas de dépendance, pas très efficace sur les douleurs violentes, mais en tout cas, en première intention, souvent, vous n'avez pas besoin de le dire aux patients, elles l'ont fait avant de vous voir, mais bon, ça reste là-dessus. Les paliers 2 sont tous des opiacés, des dérivés plus ou moins éloignés de la morphine et des morphiniques, donc évidemment, c'est plus efficace à très court terme. En revanche, il y a beaucoup d'effets secondaires. En revanche, il y a un risque de dépendance et on voit beaucoup de patientes vraiment dépendantes aux antalgiques de niveau 2. Et il y a des phénomènes avec tous les morphiniques, c'est vrai pour les paliers 3 aussi, il y a un phénomène de sensibilisation. En fait, ça masque la douleur, mais au niveau neurologique, le signal passe toujours. Et je vais vous montrer après que plus vous allez donner des morphiniques à une patiente, plus en fait elle va avoir mal après. Les anti-inflammatoires restent les plus utilisés, les plus efficaces sur la douleur aiguë. Que ce soit donc les anti-inflammatoires faibles comme l'ibuprofène ou plus forts comme le kétoprophène, eux restent très efficaces. C'est bien pour les poussées douloureuses, c'est bien ponctuellement, évidemment, au long cours. Il y a des risques d'ulcères, il y a des risques rénaux, il y a des risques d'allergie. Enfin, c'est pas des médicaments à prendre tous les jours. Voilà, c'est juste pour illustrer ce que je vous disais. Ça, c'était juste une étude qui montrait. On traitait un patient avec un placebo, c'est-à-dire juste du sérum phi, l'autre avec de la morphine, on provoquait de la douleur. Donc pendant la période bleue, oui, le fentanyl, la morphine est beaucoup plus efficace que rien sur la douleur, mais vous voyez qu'au long cours, c'est le patient qui n'a pas eu de morphinique qui va avoir moins mal après. D'accord? Donc les morphiniques, ok, ponctuellement, très ponctuellement, pourquoi pas. Nous, en post-opératoire, on les a même quasiment éliminés de la prise en charge en post-opératoire. Vraiment, on les garde vraiment pour les douleurs aiguës, pour des temps très très brefs. Les traitements non médicamenteux qui sont tous très importants, évidemment, aucun ne va faire disparaître l'endométriose, mais en tout cas peuvent aider à améliorer la qualité de vie des patientes. Et c'est le but dans l'endométriose, c'est pas forcément de faire disparaître l'endométriose. Je vous l'ai dit, c'est de faire disparaître la douleur. L'hygiène de vie, on l'a dit, c'est important. L'activité physique, ça reste le meilleur traitement anti-inflammatoire qui existe, de même que le fameux régime méditerranéen, le régime crétois sur l'antioxydant. On utilise beaucoup dans notre pratique la TCAR-thérapie. Ce sont très souvent des sages-femmes et des kinés qui l'utilisent. Ça, c'est très simple. Ça marche bien sur les douleurs inflammatoires. Ça marche bien sur les contractures musculaires réflexes. Et après, évidemment, on fait appel à tous les professionnels pour la prise en charge de la douleur. Donc, les kinés, les ostéos, les psychos, les sexos. Enfin, voilà. Tout ce qui peut aider à améliorer la qualité de vie de la patiente est bon à prendre. Les traitements hormonaux. Alors ça, c'est souvent le sujet délicat, comme on l'aborde avec les patientes. Je vous l'ai dit, ça fait partie donc de la prise en charge. Et c'est même clairement sur l'endométriose symptomatique un acteur incontournable. C'est pas à la mode, tout le monde a peur des hormones, les hormones c'est le mal, mais pourtant c'est dans l'endométriose, c'est vraiment quelque chose d'irremplaçable. Et voilà, c'est quasiment inévitable et même dans la grande majorité des cas, ça peut permettre d'éviter d'en arriver à la chirurgie. Donc c'est un traitement de première intention, il existe des dizaines de molécules et de solutions différentes aujourd'hui. C'est souvent suffisant, rien qu'en coupant les règles, vous pouvez améliorer la qualité de vie de vos patientes sans avoir à réfléchir à la chirurgie, ni même à faire une IRM. D'accord ? Et quand on a une chirurgie, ça va aussi diminuer le risque de récidive post-opératoire de supprimer les règles. Alors évidemment, il faut adapter au contexte, au risque vasculaire, à l'acné. On a des cas cliniques à la fin, on en parlera, mais si la patiente veut une contraception ou pas, parce que c'est pas la contraception, c'est un choix de la patiente. Évidemment, tous les traitements qu'on donne sont plus ou moins contraceptifs, mais voilà, adapté au contexte. On a assez d'outils aujourd'hui pour leur proposer. Donc voilà, on l'a dit, le but c'est d'améliorer la qualité de vie et les douleurs, d'accord ? Et la contraception c'est nécessaire. Donc en première intention, on utilise toujours, en tout cas chez les jeunes filles, en l'absence d'antécédents vasculaires, tous les œstroprogestatifs sous toutes leurs formes, leurs pilules, continu, discontinu, le patch, l'anneau. On a tendance à privilégier quand même des formes continues sans règles ou au moins trimestrielles pour limiter un petit peu le spotting. Mais le but, encore une fois, c'est quand même de supprimer les règles. D'accord ? Les microprogestatifs qu'on utilise de plus en plus, notamment depuis l'arrivée de la drospirénone en prise continue. Pas de risque vasculaire, donc il n'y a pas de limite d'âge, c'est pas contre-indiqué quand on a un risque vasculaire, c'est souvent mieux toléré du fait qu'il n'y ait pas d'œstrogène, c'est des médicaments très intéressants. Les macroprogestatifs, aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus parce qu'il y a des précautions d'emploi. Il y a un risque, donc, c'est le luténil, le lutéran, très clairement, qui est entraîné
peut-être suspicion de risque de méningiome au niveau cérébral dans les prises au long cours. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de précautions d'emploi. On les prescrit plus au long cours, sauf dans des cas exceptionnels avec une surveillance IRM. Il y avait quand même pas mal d'effets secondaires. Le stérilet hormonal, évidemment, c'est ce qui est le plus utilisé. Il y en a chez les nullipares, les petits, souvent pas assez dosés, mais ça fait partie de l'arsenal. Voilà, moins d'effets secondaires, moins de passage sanguin, et ça peut être intéressant pour obtenir une aménorrhée. L'implant aussi, ça existe. Moi, personnellement, dans ma pratique, j'utilise très peu parce que c'est pénible à enlever, parce qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires, mais il y a quelques patientes qui sont bien avec. Donc, les traitements spécifiques de l'endométriose, ça, c'est très vite vu, puisqu'aujourd'hui, il y a une seule molécule sur le marché avec l'AMM endométriose, c'est le Dienogest, pour lequel il existe 3 spécialités, donc Saoui, Sandovéla, Dimétrome. Très efficace sur l'aménorrhée, très efficace sur l'adénomiose, quelques effets secondaires éventuellement potentiels, augmentation d'appétit céphalée, mais c'est pas obligatoire. Attention, il y a quand même un risque vasculaire avec cette molécule. C'est recommandé de le prescrire en deuxième intention, mais ça peut être une deuxième intention très rapide. Une première pilule, 3 mois, ça va pas, on passe à ça. Et une fois que c'est bien toléré, on peut l'utiliser au long cours. Les analogues de l'HRH, la fameuse ménopause artificielle, ça n'est pas un traitement de l'endométriose, ça c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Ça n'est pas un traitement de l'endométriose. C'est un traitement d'abord qui est forcément temporaire, on ne peut pas ménopauser durablement une patiente, qui est quand même source de beaucoup d'effets secondaires. Donc en général, ça peut être utile pendant 3 à 6 mois, en pré-op, avant une FIV, avant une PMA, pour gagner du temps à une patiente qui ne veut pas se faire opérer tout de suite. Parfois aussi à viser de tests thérapeutiques. Une patiente qui va être très soulagée par la ménopause artificielle, c'est peut-être un argument de plus pour aller vers la chirurgie. Voilà. Mais ça n'est pas un traitement de l'endométriose. Ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Comme annoncé, on va faire quelques cas cliniques et on a décidé de faire un overview un peu des traitements parce que vous imaginez que ça peut être plus ou moins compliqué. Et sur les traitements médicaux, tout à l'heure, je voulais vous mettre les médicaments autorisés de prescription par les sages-femmes. Malheureusement, le site Légifrance était en maintenance, etc. Donc, c'est quelque chose, je pense que vous avez peut-être, mais il faut aussi voir par rapport à ça. Alors, le traitement chirurgical, c'est la question. Autant aujourd'hui, le traitement médicamenteux s'oppose pas au traitement chirurgical. On va dire même que c'est la base de toute patiente chez qui il faut toujours commencer par cela, parce que comme il y a un retard diagnostique, souvent, il faut qu'on rattrape un peu ce retard diagnostic, dont les patientes ont eu leur diagnostic. Donc, il y a déjà un petit soulagement par rapport à ça, mais il y a eu un peu d'hypersensibilisation de la douleur, etc. Et il faut proposer un traitement médical, et souvent, c'est perçu comme étant en opposition, alors que l'un avec l'autre, quand le traitement chirurgical est nécessaire, peut vraiment donner de très bons résultats. Donc, la question, c'est qui, quand, où et pourquoi. Donc, la place du traitement chirurgical fait partie de la première ligne du traitement de l'endométriose, mais la différence, c'est que vraiment, il y a vraiment des critères, on va dire, un petit peu de sélection, des critères également d'urgence. Il n'y a jamais aucune urgence à traiter chirurgicalement une endométriose. Bien sûr qu'il peut y en avoir, comme une rupture de kyste qui est quand même assez rare, une occlusion intestinale, une appendicite qui est en fait une appendice endométriosique, un pneumothorax, voilà, une convulsion pour une endométriose cérébrale, mais ça, moi, pour l'instant, je n'en ai jamais vu. Donc, voilà, il peut y avoir des urgences, mais comme l'a dit le docteur Guerrier, il n'y a pas, c'est une pathologie bénigne, même si elle est très symptomatique. Donc, une programmation de une semaine à l'autre, déjà, voilà. Donc, on va pouvoir revenir sur qui opère et comment, mais il y a aussi un peu des critères de choix. Donc, aujourd'hui, comme on l'a dit précédemment, le traitement chirurgical, en quelques lignes, c'est quoi? D'abord, c'est pas un diagnostic. Ça ne fait pas partie de l'arsenal diagnostique aujourd'hui. Entre l'interrogatoire digital ou physique, l'examen clinique et l'échographie en première intention, puis IRM, puis d'autres choses, on a suffisamment d'arguments pour éviter de faire une intervention chirurgicale de diagnostic, faire des biopsies, parce qu'à l'époque, on disait, mais tant qu'on n'a pas des biopsies qui montrent que c'est une endométriose, on ne peut pas parler d'endométriose. Aujourd'hui, cette biopsie-là, on n'en a pas besoin et on a juste besoin de l'interrogatoire et des images. En général, quand on opère une patiente, en général même dans 99,9% des cas, ça doit être une célioscopie. Alors, c'est pas parce qu'on veut être élitiste, c'est tout simplement parce qu'une célioscopie, ça permet d'éviter des adhérences, des douleurs surajoutées chez des patients qui ont une hypersensibilité. Mais une intervention chirurgicale importante peut rajouter de l'hypersensibilité. Ça peut même avoir un peu l'effet des morphiniques au départ, c'est-à-dire qu'on pense soulager et en fait, ça ne fait qu'augmenter. Raison pour laquelle la célioscopie diagnostique peut vraiment altérer la qualité de vie des patients parce qu'on fait une cellio, il n'y a pas vraiment de lésion en fait, et en fait on ne fait qu'augmenter leur douleur parce que si on a fait une célioscopie diagnostique, c'est qu'on n'y comprend pas grand-chose et en même temps on va augmenter la hypersensibilité. Il faut que ce soit multidisciplinaire, pas chaque intervention chirurgicale, mais il y a une partie des patients qui doivent être dans un centre où il y a plusieurs spécialistes autour du pelvis. Clairement,
dans certaines conditions, et ce n'est pas du tout une généralité, mais il faut retenir que quand même ça améliore la qualité de vie douloureuse des patientes qui doivent être opérées. On va voir un peu la sélection. Ça améliore aussi le taux de grossesse spontanée. Donc la grossesse aujourd'hui dans la chirurgie, dans les recommandations, n'est pas faite là pour améliorer la fécondation in vitro. Encore que dans certains cas, c'est en train d'être démontré, mais globalement, sincèrement, si, et on va voir les critères de sélection, la patiente a un profil biologique correct de grossesse spontanée, il y a une infertilité, la chirurgie peut vraiment aider ces patientes. Il y a des complications et des séquelles comme toute chirurgie, mais elles sont vraiment très spécifiques. Et les complications et les séquelles spécifiques de l'endométriose, elles sont un petit peu upgradées parce que l'endométriose, c'est une pathologie inflammatoire. Donc, derrière, toute cicatrisation va être inflammatoire. Pour exemple, une résection digestive avec une anastomose avec des agrafes. Chez un patient qui a un cancer du rectum, les agrafes vont bien se comporter, alors que chez une patiente qui a l'endométriose, les agrafes vont se rétracter. Parce qu'on est sur une pathologie, il y a un terrain inflammatoire, d'où l'alimentation, etc. Donc on a des vraies problématiques. Je vous ai fait grâce du réseau nerveux et neurologique du pelvis, mais c'est truffé de nerfs somatiques et de nerfs végétatifs. Et en fait, toute lésion à l'intérieur de cette cavité peut entraîner des séquelles spécifiques. Et aussi, quand on a fait l'ablation du nodule, peut également. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de plus en plus de centres de chirurgie dédiés à 2 niveaux, des niveaux 2 et des niveaux 3. Tout dépend des centres, enfin, des spécialités des uns et des autres. Mais aujourd'hui, la chirurgie de l'endométriose complexe doit être prise en charge dans un centre spécifique. Ce petit schéma un petit peu rébarbatif, mais en fait qu'il faut que vous ayez à connaissance, c'est comment on organise des soins par rapport à l'endométriose. Tout ça est venu sur le contexte chirurgical, parce qu'en fait, souvent dans les commissions, notamment les commissions ministérielles, c'est souvent des chirurgiens qui y sont, alors qu'il pourrait y avoir des algologues, des médecins de la reproduction, etc., etc. Et en fait, ce sont souvent les chirurgiens qui y sont, parce qu'en fait, ce sont surtout les chirurgiens qui voient en fait des patients qui ont attendu 10-15 ans. En fait. Et quelque part, nous, on a envie de remonter un petit peu le cours des choses. Donc, ça a été un peu calqué sur le mode chirurgical. Donc, on va parler, et c'est en train de sortir, de premier niveau de recours, de deuxième niveau de recours, de troisième niveau de recours. Le premier niveau de recours, c'est tous les professionnels de santé. Donc, là, on est vraiment dans la cible. Donc, par exemple, ce sont les sages-femmes de ville, les sages-femmes hospitalières, les sages-femmes qui consultent et qui ont la capacité en tant que professionnels de santé de capter les patients qui ont l'endométriose et de pouvoir rapidement prescrire, suivant des algorithmes qui restent relativement assez simples, soit une échographie, voire une IRM si l'échographie est positive ou s'il y a une vraie endométriose profonde ou pas. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut aussi faire des tests thérapeutiques de pilules et pour voir un petit peu si ça fonctionne ou pas. Le deuxième niveau de recours sont des professionnels qui sont un petit peu plus référents spécialisés, de ville ou d'établissement, qui peuvent faire un diagnostic. Non plus, on n'est plus trop dans le dépistage, mais là, on en renforce la qualification de la patiente. Quelle est cette patiente? Quel est son phénotype? Quels sont ses besoins? Et dans ces centres, on peut opérer des patientes qui ont des endométrioses, on va dire, relativement modérées. Modérées versus les endométrioses dites complexes. Ça, c'est le troisième niveau de recours. Dans le troisième niveau de recours, il faut qu'il y ait un centre d'AMP qui collabore, il faut qu'il y ait un centre de douleurs chroniques, il faut qu'il y ait un centre de chirurgie et un centre d'imagerie expert. Alors, pourquoi on parle d'expertise en chirurgie? Bon, ça se comprend un peu. Et pourquoi on en parle également en radiologie? C'est parce qu'en fait, l'endométriose, les IRM pour les pathologies complexes, etc., il y a une certaine expérience à avoir pour pouvoir donner le meilleur diagnostic. Donc aujourd'hui, vous allez voir apparaître ces premiers, deuxième et troisième niveaux de recours. Et là, aujourd'hui, on est vraiment dans le premier niveau de recours. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur en tant que sage-femme ou médecin, on va dire, de premier recours, de s'investir dans l'endométriose parce qu'on n'est jamais seul, voilà, et qu'il y a toujours la possibilité de discuter. On revient sur le fait que c'est jamais une urgence et que les patientes, dans 50% des cas, déjà, elles sont très soulagées d'avoir une prise en charge. Donc, il faut vraiment ne pas dire qu'il faut être parfait. On ne peut pas rattraper 10 ans d'errance, on ne peut pas rattraper une complexité de la pathologie, mais sincèrement, le soutien, on va dire, l'approche, l'empathie, aujourd'hui pour lequel il faut faire face, je dirais qu'aujourd'hui, c'est la première barrière des patientes qui ont de l'endométriose,
c'est de pouvoir vraiment avoir une compréhension de leurs problèmes et d'être face à un professionnel de santé qui va prendre au sérieux le problème et qui va quelque part se mettre un petit peu à sa place pendant 10 à 15 minutes. Donc, la réunion de concertation pluridisciplinaire, on est en train de modifier cela parce que c'est pas simple. Il y a beaucoup de patientes à présenter. En général, on essaie de passer les patientes qui ont un traitement médical compliqué. Donc, quand on commence à passer aux analogues, il faut quand même des réunions de concertation pour savoir si c'est justifié ou pas. La chirurgie simple et la chirurgie complexe. Donc globalement, c'est une réunion de professionnels de santé. Donc c'est multidisciplinaire, donc chirurgien gynéco, médecin de la reproduction, donc sage-femme, médecin de recours, etc. Les radiologues, les professionnels de santé également de soins de support, etc. Qui vont donc présenter les patients comme on va faire tout à l'heure un petit peu les cas cliniques, et donc qui vont vraiment permettre au réseau. Donc, on met en place avec une plateforme, et c'est, après j'en parlerai, LunaCare, c'est l'intérêt de créer une plateforme numérique, c'est de pouvoir faire ça un petit peu à distance comme on fait aujourd'hui, c'est notre formation, de pouvoir partager et surtout de permettre aux professionnels de santé de premier niveau, de premier recours, de monter en compétences. Parce que c'est bien les cours théoriques, mais c'est après aussi de discuter autour de cas et surtout de revenir sur les cas en disant, ben voilà, cette patiente, on va prendre un petit peu ce qu'on a fait l'année dernière, on a discuté de 2 ou 3 patientes et voilà ce qu'elles sont devenues. Voilà, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui, ce travail en équipe. L'endométriose, c'est une pathologie dite complexe, mais évidemment, on peut la simplifier. Quand on simplifie quelque chose, eh bien, effectivement, il faut l'étaler sur la table. Et quand on est plusieurs à réfléchir, ça peut prendre du temps. Donc, il ne faut pas discuter de tous les patients, mais certains patients. Donc, c'est vraiment important d'en faire partie de ces RCP. Ça garantit une prise en charge pour la patiente, une stratégie thérapeutique qui est claire, une information pour la patiente. Et ça permet aux professionnels de santé d'augmenter leurs compétences. Et tous, même si on est chirurgien expert, ben on peut apprendre qu'en naturopathie, en sophrologie, etc., on est arrivé à résoudre tel ou tel problème. Et je crois que c'est quelque chose qui est même assez passionnant. Si on parle de la place de la chirurgie et de l'endométriose, en fait, une patiente qui a une endométriose et qui était infertile, avant toute chose, et ça fait partie presque du premier recours, de poser ces questions, c'est avant tout de faire un bilan de réserve ovarienne aux patientes pour savoir comment elle fonctionne, donc ça s'appelle l'hormone, c'est l'AMH, de faire une étude des trompes, ça s'appelle une hystérographie, donc savoir si ça passe, si les ovaires sont présents, ils fonctionnent et que les trompes avancent bien, bien sûr au préalable on fait l'écho, et un spermogramme. Ça reste ça c'est le check-up du couple. De tout couple qui a une infertilité de plus d'1 an, endométriose ou pas. Et à partir de là, si la patiente, on va le revoir, a des images importantes d'endométriose, un bon bilan de fertilité, ben effectivement, on peut lui proposer de faire une chirurgie, des fois même extensive, parce qu'en fait, ça peut nettement lui améliorer ses douleurs et sa fertilité. Si on revient un petit peu sur le traitement de l'endométriose superficielle, en fait, c'est difficile l'endométriose superficielle parce qu'on ne la détecte pas à l'IRM ni à l'échographie. Donc, il n'y a pas vraiment d'indication opératoire, sauf si on opère une patiente qui a mal et qui a une infertilité inexpliquée, donc plus d'1 an. S'il y a une grosse résistance au traitement médical, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire de diagnostic, mais c'est possible. S'il y a vraiment une résistance à tous les traitements, que l'IRM est négatif, etc., on ne peut pas non plus passer à côté d'une endométriose superficielle, parce que quand on enlève l'endométriose superficielle, donc ce sont des taches sur le péritongue que je vais vous montrer, on peut tout à fait soulager la patiente. Et souvent, l'endométriose superficielle est un petit peu liée à d'autres phénotypes. Donc, une endométriose superficielle qui est isolée, elle peut tout atteindre. Et vous avez la photo en haut à droite où c'est le pelvis, donc on voit des lésions bleutées. Et la petite photo en bas et à droite, c'est le diaphragme. Et typiquement, c'est pour la raison pour laquelle on demande si les patientes ont des douleurs à l'épaule droite, parce que c'est assez pathognomonique. Quand c'est des grosses douleurs menstruelles à l'épaule droite à chaque cycle, ça peut être une endométriose superficielle profonde au niveau du diaphragme. Donc, la problématique, c'est que les douleurs sont très variables. On sent rien à l'examen clinique. Les écho-IRM sont pas très caractéristiques. Et il y a quand même un potentiel faible d'adhérence et d'inflammation, d'où l'indication chez ces patientes qui n'ont pas d'image, qui ont une infertilité, qui sont très douloureuses malgré tous les traitements, de faire une célioscopie dans l'intérêt de trouver une endométriose superficielle. L'endométriose profonde, on va voir quelques images, il y a de vraies indications opératoires. On fait un petit peu des raccourcis pour faire les cas cliniques parce que chaque cas est un cas différent, mais globalement, ça marche très bien, y compris pour des chirurgies extensives. Ça marche très bien sur la douleur. On l'a dit tout à l'heure sur la fertilité spontanée. C'est vraiment une décision au cas par cas en FIV. Voilà. Et puis aussi, il faut que la patiente soit au courant et puisse aujourd'hui décider.
la patiente, depuis la loi de 2002, peut décider d'avoir une intervention chirurgicale avant de toute fille. Après, il faut avoir des arguments ou pas, on peut le faire ou pas le faire, mais il y a aussi une décision avec la patiente, parce qu'une patiente qui a compris son problème, ira beaucoup mieux, on aura des résultats fonctionnels beaucoup plus intéressants. Bien sûr, il y a une indication s'il y a des risques d'occlusion. Alors, sur le rectum, c'est rarissime, moi j'en ai jamais vu, d'occlusion sur le rectum. Par contre, il y a une pathologie bien claire, c'est l'endométriose profonde au niveau de l'intestin, de la valve idéocécale, à la base de l'appendice, là oui, il y a des risques d'occlusion du grêle qui ont vu, on en voit de temps en temps, pas régulièrement. Il y a aussi les risques d'atteinte rénale. Il y a des patients qui peuvent avoir une endométriose profonde sur l'urtère, et ça c'est très particulier. Ce sont des patientes en général qui n'ont pas de douleur, et chez qui un jour on trouve un rein, ce qu'on appelle muet. Le rein s'est dilaté et c'est terminé. C'est pas tout le temps comme ça, mais c'est une forme assez particulière. Et ensuite, des indications sur les formes pulmonaires avec des pneumothorax réguliers. Donc, on l'avait fait la dernière fois, j'ai repris les diapositives la dernière fois sur les signes spécifiques de l'endométriose profonde d'organes, mais finalement, vous prenez les signes urinaires, les signes digestifs, etc. Donc, la photo de gauche, vous voyez que tous les organes sont bien liés. La photo légèrement de gauche avec la sonde vésicale, la sonde WJ, ben ça, c'est une endométriose vésicale extensive. Vous voyez, on a enlevé quasiment la moitié de la vessie en frôlant très peu l'urtère. Des patients qui va très bien, qui est opéré depuis quelques années. On peut avoir des IRM vraiment dans la vessie. Bon, c'est le nodule bleuté qui paraît pas très évident à l'image. Et sur l'IRM de droite, ce type de patiente avec une endométriose vésicale profonde ici, je ne sais pas si on voit sur la vessie. Donc ça, ce sont quasiment des indications chirurgicales. Ensuite, il faudra le voir. L'endométriose profonde digestive, c'est un gros sujet. Ça touche à peu près, comme l'endométriose, c'est à peu près 10%. Dans 5 à 12% des cas, il y a une endométriose digestive. Et dans 90% des cas, c'est le rectum et le côlon sigmoïde. Donc c'est plutôt bas. Mais ça peut être le cécum aussi, parce que le cécum est juste au-dessus du pelvis. Donc la chirurgie de l'endométriose profonde postérieure, elle concerne les ligaments utérosacrés, le recto-vaginal, le rectal, le sigmoïde, le cécum. On peut tout faire, enlever une partie, enlever des segments. On parle beaucoup de poches, mais on en pose de moins en moins. Je vous fais des raccourcis là-dessus parce qu'aujourd'hui, on a des moyens de surveillance post-opératoire et l'accès à la celluloscopie post-opératoire qui est beaucoup plus facile, et les techniques par celluloscopie se sont nettement améliorées. Là aussi, je ne reprends pas ce qu'on avait dit, mais tout ce qui va être de la symptomatologie profonde, digestive, et surtout par rapport à une patiente, par exemple, qui a juste une adénomiose à 20 ans et qui a des ballonnements, une patiente de 30 ans qui a une endométriose rectale, elle va avoir vraiment des dyskésies, c'est-à-dire des vraies douleurs à chaque fois qu'elle va à la selle, notamment pendant les règles. La problématique de cette endométriose profonde, vous voyez un peu un avant, un après, c'est qu'il y a beaucoup de nerfs, comme je l'ai dit, au niveau du pelvis, qu'il faut faire très attention, et parce que l'ablation et les séquelles de ce type de nerf peut empêcher les patients d'aller à la selle correctement, voire de faire pipi. Il y a certaines personnes qui sont en autosondage à terme. Ces choses ont nettement diminué. On est passé de 10% à 1 à 3%. Parce qu'on connaît beaucoup mieux l'anatomie, etc. Peut-être parce que les traitements médicaux marchent un peu mieux, réduisent les lésions. Mais ce sont des vraies séquelles à vie. Et quand on opère une patiente de 25 ans qui a une séquelle comme ça jusqu'à l'âge de 85, 90 et voire plus, ça pose vraiment des problèmes intellectuels. La grande philosophie de l'endométriose, c'est qu'il faut enlever une maladie en conservant l'organe. Donc ça, c'est un peu le souci en fait. Ouais. L'endométriose dans le diaphragme, c'est important à connaître aussi. D'abord, la symptomatologie, la douleur à droite, et vous pouvez avoir des vraies douleurs, des vraies tumeurs d'endométriose avec des résections importantes du diaphragme. Ça nous est arrivé. On peut même mettre en place de temps en temps des prothèses. Donc là aussi, on insiste, ça se fait par celluloscopie ou par robot, mais en tout cas par des voies mini-invasives qui sont intéressantes. Donc là, il y avait un petit film où on voit, donc là vous voyez un écarteur qu'on appelle une main de singe qui écarte le foie, et la résection avant et après, et là vous voyez que on a fait un trou, qu'on le recoue, et que derrière on voit un petit peu plus loin, c'est la cavité pleurale avec le poumon. La grande question de l'endométriose ovarienne. Donc ce soir vous n'aurez pas de réponse claire sur l'endométriose ovarienne, ça c'est sûr. Pourquoi ? Parce que l'endométrium, c'est donc une endométriose profonde dans l'ovaire. En général, il y a toujours un accolement sur le ligament utérosacré ou sur le rectum, dans 80% des cas, et que l'endométrium abîme l'ovaire, la chirurgie abîme l'ovaire. Voilà. Donc ça va être un petit peu embêtant.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on essaie de donner des tailles. Alors, l'Echereux, en 2017 ou 2022, dit supérieur à 3 cm. Et encore ça, il faut l'enlever parce qu'en 2022, ils n'ont pas repris. C'est pas vraiment la question de la taille. Si une patiente est infertile, il y a un gros danger à toucher un endométrium. Parce que dès qu'on le touche, l'AMH va un petit peu se casser la gueule. La problématique, c'est que les cas de phénotype d'endométriose peuvent être liés chez ces patientes. Ce sont des patientes qui peuvent avoir des nodules d'endométriose très importants associés à un endométrium de 3 ou 5 cm ou plus. Et on ne va pas pouvoir enlever une petite partie du rectum pour soulager la patiente et laisser le kyste. Ce n'est pas possible parce que si l'endométriose revient sur le rectum, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, ce sont des choix cornéliens à chaque fois. Par rapport à la fertilité, par rapport à l'AMH. L'important au niveau 1, c'est de pouvoir le détecter. Donc à l'examen clinique, un endométrium, rarement il est mobile, donc, rarement il se tord. Donc le fait que le chirurgien dise je vais l'opérer parce qu'il va se tordre, ben non, en fait c'est rare, parce qu'il est fixé en fait. Il se fixe tout seul. D'ailleurs, c'est le point de fixation qui fait l'endométriose. Après, la question, c'est de connaître sa taille. Si une patiente a un endométrium, c'est de faire une AMH. C'est obligatoire pour connaître un petit peu son statut parce qu'il y a la préservation ovarienne possible, etc., etc. De faire les bons bilans par rapport à ça et ensuite de la présenter à un RCP. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va voir après en fonction de qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il y a plusieurs traitements. Il y a soit on aspire et on lave, on peut alcooliser maintenant, il y a des traitements qui marchent bien, mais ce sont des situations un petit peu particulières de patients en cours de FIV chez qui on évite d'opérer, parce que c'est bien, mais ça récidive souvent. Et puis ça abîme un petit peu l'ovaire aussi, il ne faut pas croire, il y a des études qui ont montré une diminution de l'AMH malgré la vaporisation, la sclérothérapie. La vaporisation, c'est quoi? C'est éviter son voisin, la kystéctomie, c'est-à-dire d'agripper et d'enlever le kyste de l'ovaire, parce qu'on arrache un petit peu l'ovaire en faisant ça. On détruit par vaporisation, on détruit la coque ovarienne sur place. Et ensuite, l'ovariectomie, c'est enlever l'ovaire, c'est rare, surtout chez une patiente qui désire une grossesse. Par contre, là, dans peu de temps, je vais opérer une patiente qui a un endométrium, un kyste très suspect à ses côtés, des marqueurs tumoraux et un score ROMA qui est positif. Et elle n'est pas très âgée, mais on ne peut pas faire autrement. Voilà. Après, quand on fait une hystérectomie pour compléter et passer à autre chose, et que la patiente a un kyste d'endométrium, il vaut mieux l'enlever au moins d'un côté. Voilà, donc ces kystes d'endométriose, ça c'est un gros kyste, vous voyez, qui peut faire jusqu'à 10 cm, voire plus. Donc ça va dépendre de l'âge de la grossesse, du désir de grossesse, de la réserve ovarienne, de se faire une FIV. On peut tout à fait faire des fécondations in vitro avec des endométriums. C'est tout à fait possible, il y a des séries qui marchent très bien. Après, le problème de la FIV avec l'endométrium, c'est que ça peut abîmer les autres follicules, les ovocytes, et c'est assez inflammatoire. L'autre choix cornélien pour lequel la chirurgie ne peut pas grand-chose, malheureusement, c'est l'adénomiose. Donc, c'est cette endométriose dans l'utérus. Vous avez des couples en taille et puis le petit schéma à droite. Donc, c'est de la muqueuse utérine à l'intérieur du myomètre. Là aussi, la théorie, elle n'est pas très claire. Est-ce que ça reflue? Est-ce que c'est métaplasique? Est-ce que c'est présent dès la naissance? Il y a là aussi, un petit secret, mais qui est assez simple. Si vous posez la question des patientes, si elles ont des douleurs très importantes qui ont provoqué l'absentéisme et une prise de pilule à l'adolescence, c'est qu'en général, vous retrouvez ces patientes à l'âge de 40 ans avec une vraie adénomiose. Et une adénomiose qui se sera développée petit à petit toute sa vie, peut-être de façon isolée, mais qui aura hypersensibilisé la patiente. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc, les traitements hormonaux, on les a vus tout à l'heure. Et la chirurgie dite conservatrice, c'est-à-dire pour conserver l'utérus, en fait, elle est un petit peu vraiment, c'est encore pire que l'endométrium au cas par cas. Si vraiment c'est bien formé, que ça gêne l'implantation, on peut faire une résection, on peut enlever une petite partie de l'utérus. Si ça ressemble à un fibrome, on peut l'enlever. Et le traitement radical qui marche de façon exceptionnellement bien, c'est l'hystérectomie, voire l'hystérectomie subtotale, qu'on fait beaucoup nous, mais pour laquelle on peut être critiqué parce qu'on laisse le col. Il n'est pas recommandé de laisser le col, mais ça donne des suites opératoires qui sont vraiment très, très sympas pour les patientes et qui les font passer à autre chose. Ça, malheureusement, c'est le seul traitement qui fonctionne. Il faut savoir en parler, non pas le proposer. Chez une patiente qui a un handicap douloureux, à un moment donné, et qui désire même une grossesse en lui disant qu'à un moment donné, de toute façon, ça s'arrêtera et qu'il faut juste participer avec elle, lui faire du coaching pour l'aider à avoir ses enfants et de passer à autre chose. Mais il faut que les patientes, en tout cas mon goût, sachent qu'il y a une solution qui les attend quelque part à un moment donné pour passer à autre chose. C'est souvent elle qui la réclame voilà. Très vite. Et on a fait des hystérectomies assez jeunes, à 27 ans, etc. Chez des patientes qui vraiment étaient en sacrifice douloureux.
L'embolisation des artères utérines, on n'est pas fan parce que quelques-unes, mais c'est avec des résultats très inconstants. Ouais. Et puis surtout pour les patientes qui ont une réserve ovarienne, enfin qui sont en désir de grossesse, ça baisse la réserve ovarienne parce qu'il y a des petits fragments et on a beau nous dire que c'est pas possible, mais même les études récentes montrent aussi. Voilà. Il y a l'IFU, c'est les hautes fréquences, c'est en train de sortir, on le fait pas mal il y a une étude qui va sortir sur le rectum dans laquelle on va participer. L'IFU, donc c'est c'est de la radiofréquence, et donc ça donne des résultats assez prometteurs dans le fibrome, et on l'espère vraiment dans l'adénomiose. Donc, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que le traitement chirurgical d'endométriose est la prise en charge globale, donc je suis désolé, c'est écrit en petit, mais globalement, ça peut aussi, et ça marche très bien en hôpital de jour. Donc aussi là, en termes de professionnels de santé de premier niveau, vous pouvez tout à fait participer à l'entrée donc de la consultation. Et l'hôpital de jour permet des fois aux patientes donc c'est Clarisse Rinaudot qui est infirmière de coordination qui est avec nous ce soir, qui l'a mis en place et permet aux patients d'avoir en fait en une journée, on va dire, tout un bilan. Donc c'est un petit peu la naissance de ce qu'on va vous présenter sur les centres de dépistage et qui peut être très intéressant aux patientes de façon à passer une journée avec des professionnels de santé pour faire le bilan, le pronostic, la prise en charge de la douleur et de l'hypersensibilisation et de sortir de cet hôpital de jour avec des directions. Donc maintenant, on va présenter quelques cas cliniques. Donc là, on essaie de faire des cas cliniques qui sont un petit peu le reflet des situations les plus fréquentes qu'on rencontre presque tous les jours en consultation. Donc l'ado d'abord, 16 ans, qui n'a pas d'antécédent particulier, qui consulte avec sa mère. Ça, c'est important, c'est presque un signe d'endométriose. Même les adultes sont très souvent accompagnés de leur maman, sans doute parce que c'est des filles qui ont toujours eu mal et qui ont toujours été écoutées et suivies par leur mère, sans doute un peu moins par le père. Et donc elles sont très souvent, même plus âgées, accompagnées par leur maman. C'est assez fréquent. Donc on dit qu'elle est obligée de rater l'école 2 à 3 jours par mois en raison de ses douleurs pendant les règles, qui sont pas calmée par les antalgiques basiques et qu'en plus pendant ses règles elle a diarrhée et elle va uriner toutes les 5 minutes. Elle a déjà vu des médecins, on a fait une échographie qui trouve rien, on lui a dit c'est normal, chez les ados les règles douloureuses c'est normal, ça va passer avec le temps, sauf que c'est pas le cas. Et là elle a téléchargé l'application Luna, elle a rempli son Endoscore et elle a vu que ça pouvait coller aux symptômes qu'on lui proposait. Donc les questions, et là c'est interactif, on vous laisse répondre. Quel examen clinique vous allez proposer à cette patiente? Quel examen d'imagerie? Ensuite, quel traitement? Dans la salle déjà, vous avez des idées? Déjà, il n'y a pas d'examen clinique. Très bien, bonne réponse. Et voilà, pas d'examen clinique, on dit dans la salle. Oui, effectivement, chez une jeune fille. Donc une jeune fille, on ne fait pas d'examen clinique, ça n'est pas nécessaire, pas en première intention. Elle a mal, vous allez la traumatiser, la stresser, et ça n'apporte absolument rien à la prise en charge. Quel examen d'imagerie on fait? Donc on ne fait pas d'IRM en première intention, on est chez une fille de 16 ans. Donc évidemment, l'objectif, ça peut être de se jeter sur elle avec le bistouri. Ça va même il est très rare d'avoir une indication chirurgicale à cet âge-là, très rare. C'est une patiente qui est jeune, qui n'a eu aucun traitement vraiment à part du spasmon. Donc la première étape, c'est peut-être rien. Allez, comme on a en consultation, on a l'appareil d'échographie, on fait un coup d'échographie qu'elle a déjà eu pour vérifier qu'il n'y ait pas autre chose, une malformation utérine, un kyste sur l'ovaire, ok à la rigueur. Il n'y a aucune indication à faire une IRM en première intention chez cette patiente. Je vous rappelle qu'une IRM pour l'endométriose, en plus, on préconise un balisage vaginal et rectal. Elle a 16 ans. Donc non, pas d'IRM en première intention. Quel traitement? Même chose, traitement antalgique plus fort, non, ou très ponctuellement. Pas de morphinique en tout cas au long cours. Vraiment très ponctuellement, si elle vous dit je prends un profénite par mois, un jour, bon ok, pourquoi pas, mais vraiment pas au long cours. La pilule, oui, plutôt continue au trimestriel en première intention. On prescrit très souvent Stizonic, qui est une œstroprogestative qui est trimestrielle, qui laisse des petites règles, parce que souvent psychologiquement, c'est difficile de supprimer complètement les règles, en sachant que ça, c'est un intérêt que purement psychologique, d'accord? Mais on peut décider de laisser une pilule discontinue et éventuellement une pilule microprogestative s'il y a des facteurs de risque vasculaire, type Optimisette, Cerazette, ou Dienogest, ou Drospirinone. Tu veux dire quelque chose? Non, je disais par rapport à l'IRM, il faut faire attention parce qu'on peut faire du surdiagnostic. On voit souvent des réponses d'IRM qui disent qu'il y a un épaississement du ligament utérosacré pouvant faire évoquer la présence d'une endométriose profonde. Et là, c'est un peu comme le test salivaire, ça vous tombe un peu sur la tête. Et après, c'est extrêmement difficile de se sortir de là. Je dis pas qu'il faut faire une dynamique de la maladie, mais je pense qu'il y a tellement d'autres solutions pour y aller de façon plus progressive. Et effectivement, les échographies aujourd'hui, en plus, on parle d'IRM comme gold standard, et je vous assure que les appareils d'échographie aujourd'hui sont d'une technologie assez bluffante. Et de plus en plus, y compris dans l'endométriose profonde, on parle de plus en plus de bilans échographiques, y compris dans les cas complexes. Voilà, parce que l'intérêt, là on est dans une situation, une écho endovaginale, en plus de l'image, on a la douleur. Donc ça permet un petit peu d'orienter et fait dans des mains expertes, ça donne vraiment une très très grande
pertinence. Il faut savoir que même chez les patients les plus âgés, vers 25-30 ans, quand une IRM vous trouve un ligament hétérosacré, on est très content parce qu'on a une explication à la douleur de la patiente, mais ça nous arrive ensuite en cilioscopie de ne rien retrouver. Donc il faut être vraiment très très prudent sur les indications. Et chez une jeune fille, à de rares exceptions près, globalement, il n'y a pas d'indication chirurgicale pour une endométriose à 16 ans, à de rares exceptions. Il y avait le registre anglais avait noté qu'ils avaient regardé toutes les interventions chirurgicales, etc., etc. Il y en avait plus de 50 000, je crois. Et l'endométriose profonde est présente chez 6% des femmes de moins de 25 ans. Donc moins de 25 ans, d'abord, vous savez, dans 94% des cas, il n'y a pas d'endométriose. Alors on passe au cas clinique suivant. Donc on prend un petit peu l'oxytocin, une patiente de 49 ans qui a accouché 2 fois après une AMP. Elle a des règles hémorragiques, elle fume depuis très longtemps. Maintenant elle est fatiguée. Elle a des cycles un peu irréguliers. Elle a 49 ans et au bilan on a une anémie à 8 grammes avec une carence martiale. Elle a essayé, elle vous dit toujours j'ai tout essayé. Donc voilà, Hexacyl, Spotof, Optimen, toutes les pilules qui sont autorisées après 40 ans globalement, même le stérilet Mirena. Elle a déjà fait des échographies et une IRM qui retrouve un gros endométriome, mais pas d'endométriose retrouvée, pas de fibrome. Et en fait, quand on cherche bien, qu'on discute avec elle, donc ça rejoint ce que vous disiez Jean-Philippe Estrade tout à l'heure, en fait, elle a toujours eu des règles douloureuses et abondantes. En fait, elle a toujours eu un peu des douleurs pendant les rapports, mais bon, pas plus que ça, comme tout le monde, pas tout le temps. Et donc, à l'examen clinique, on retrouve juste une mobilisation utérine douloureuse. Donc, pareil, on vous laisse répondre. Quel diagnostic vous suspectez? Quel diagnostic devez-vous quand même éliminer? Quels examens et quel traitement? Donc, quel diagnostic? Voilà, c'est une adénomiose. Elle a le terrain, elle a les antécédents avec une infertilité, elle a un utérus augmenté de volume et a rien d'autre. Savoir que très souvent l'adénomiose, on sait qu'on la sous-estime énormément et c'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle n'y est pas. On commence même à penser qu'elle est presque là dans toute endométriose. Enfin, en tout cas, on la sous-estime énormément. D'accord. Donc, quel diagnostic éliminé? C'est quand même une patiente en périménopause qui a 49 ans. Donc, un saignement anormal autour de la ménopause. Attention, faut pas tout mettre non plus sur l'endométriose. Saignement anormal autour de la cinquantaine, il faut quand même éliminer un cancer d'endomètre. Donc, en faisant une hystérose, on va voir quel examen vous proposez. Donc, l'échographie de contrôle en première intention, ça peut très largement suffire à vérifier l'endomètre, qu'il n'y ait pas d'endomètre anormalement épaissi, pas de polype, pas d'image intra-utérine. Ça peut très largement suffire à poser un diagnostic d'adénomiose, c'est même suffisant. L'IRM n'est pas indispensable dans ce contexte du tout. On va la réserver s'il y a un doute en échographie sur une image ou vraiment un doute diagnostique, mais voilà, l'hystéroscopie diagnostique, ça peut être intéressant ou opératoire pour éliminer justement un cancer s'il y a une image ou un polype ou quelque chose. Donc les traitements à proposer, on les a pas mis en ligne. Bon, elle a une anémie, il faut corriger l'anémie, ça c'est le b.a.-ba. Elle a déjà essayé pas mal de traitements pour arrêter de saigner qui n'ont pas fonctionné. Elle, clairement, la meilleure option chez elle, ça va être l'hystérectomie. Pourquoi? Parce que elle a quand même une anémie, donc là on n'est plus dans le confort, on n'est plus dans la qualité de vie, on est dans l'indication médicale vraie. Il peut y avoir ça. Faut savoir que c'est des patients qu'on peut transfuser pour des saignements sur une anémie, ça peut être des anémies très profondes. Il y a un échec du traitement médical. Si elle veut pas se faire opérer ou pas tout de suite, ou voilà, c'est là on va proposer éventuellement les analogues de LHRH pour la ménopausée, en sachant que c'est pas une solution durable, mais ça peut faire gagner du temps. L'embolisation éventuellement, avec, comme on disait, des succès très inconstants. Globalement, l'embolisation dans l'adénomiose, c'est à peu près globalement 50% de bénéfices, 50% d'échecs. Voilà, et on a du mal à sélectionner les patientes aujourd'hui, mais bon, ça peut être une solution d'attente pour une patiente qui saigne beaucoup. Après, l'avantage de l'hystérectomie, c'est toujours le plus agressif, c'est toujours ce qui fait peur aux patientes, mais je vous dis souvent dans ce contexte, et en général, très honnêtement, on ne discute pas beaucoup, c'est plutôt nous qui freinons sur l'indication, mais c'est quand même un traitement définitif, le seul pour l'adénomiose, sans effet secondaire, puisque souvent on laisse les ovaires, et je vous dis, même si ce n'est pas les recommandations françaises, très souvent le col, ce qui est quand même beaucoup plus confortable pour la patiente. Donc voilà, c'est le seul traitement définitif, radical, sans effet secondaire, mais c'est une chirurgie. En tout cas, la correction de l'anémie, que la patiente ait une chirurgie ou pas, est très importante parce que vous savez que l'anémie, le cœur déteste l'anémie, donc on se rapproche aussi à des âges de coronaropathie et d'hypertension. Ça a vraiment été démontré. Et si la patiente doit être opérée, il faut absolument qu'elle remonte à 12 grammes parce que on peut multiplier par 2 les séquelles et les comorbidités opératoires si on opère une patiente qui a une anémie. Donc, là, il y a une vraie place, même si la patiente ne veut pas trop prendre de traitement médical, etc. Faire une cure de 3 mois de fer injectable et d'aménorrhée permet réellement d'améliorer. Et après, on a des vraies situations où on court derrière l'anémie de la patiente. C'était le cas un petit peu ce matin. Après, on n'a pas vraiment le choix. C'est pas non plus voilà. Après, ce qui est intéressant, je trouve, quand on est sage-femme, d'interroger ces patientes, c'est que souvent ces patientes vous disent qu'elles ont eu des morbidités obstétricales, soit des fausses couches, soit des saignements, y compris du troisième trimestre, des placenta prévia, etc. Maintenant, c'est démontré dans la littérature que les patients qui ont une adénomiose
en fait, ont des problèmes et ça peut expliquer beaucoup de grossesses pathologiques. Donc, il y a un vrai lien et c'est très important de le noter parce qu'en fait, ça vous permet, quand les patients qui ont 30 ans, qui ont une endométriose sérieuse, qu'on a opéré, comme disait Brice tout à l'heure, elles font forcément de l'adénomiose à un moment donné, parce que c'est 80% des patientes. Et ça, il faut le prendre en compte dans le suivi médical et obstétrical de ces patientes, parce qu'il y a plus d'accouchements prématurés. Il faut surveiller le col, il faut avoir des échos de bonne qualité, la placentation, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste encore culturellement très peu connu, mais dont la littérature est très, très, très abondante. Et inversement, chez la femme ménopausée aussi, de plus en plus, on voit des adénomioses qui sont classiquement hormonodépendantes, mais qui peuvent s'autonomiser et persister après la ménopause. Ouais. Ça existe. Tu veux faire le suivant? Oui. Donc là, on a une patiente de 32 ans de Gisèle qui désire une grossesse, qui est en couple depuis 3 ans, qui est en échec de PMA, il y a ses FIV, qui a des règles douloureuses, algie pelvienne chronique, des rapports compliqués, elle a une douleur à l'exonération des selles et pendant les règles, pollakiurie, altération de la qualité de vie perso, sexo-professionnelle. Elle a beaucoup consulté. Il faut savoir que des patientes qui rentrent en FIV, alors, autant pour reprocher dans le monde chirurgical, quand les patients rencontrent un chirurgien, d'un peu ignorer le côté fertilité, et on peut reprocher au monde de fertilité d'un peu ignorer les douleurs des patientes. Il faut quand même demander aux patientes si elles ont des rapports, parce que si elles sont infertiles, c'est que des fois, et moi je l'ai vu, les patients n'avaient pas de rapport parce qu'elles avaient trop mal. Alors, quel examen clinique doit-on réaliser? Paraclinique, quelle est la prise en charge globalement que vous allez proposer? L'examen clinique, effectivement, il faut... Là, vous êtes dans l'intention de trouver une endométriose profonde. Donc, ça veut dire une endométriose profonde qui peut être derrière le col, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut un petit peu prévenir la patiente. Vous le savez, qu'elle peut avoir une endométriose profonde. Vous pouvez toucher un nodule qui peut être extrêmement mal. Donc, il faut d'abord, évidemment, demander l'autorisation d'examiner, mais la prévenir que ça risque d'être un petit peu douloureux, que vous connaissez un petit peu la pathologie, ça va pas durer des heures. Et donc, mais par contre, dans l'intention de vraiment toucher le fond vaginal derrière le col et d'aller voir un peu si l'utérus est mobile, etc. Ça vous donne beaucoup d'indications. Pourquoi? Parce que l'IRM, vous allez noter tout ça. Une bonne IRM, on peut la voir que si on a mis des détails un petit peu de ce que l'on cherche. Donc, l'examen clinique, c'est l'abdomen. Regardez les cicatrices. Si la patiente a eu une césarienne, elle peut avoir une endométriose de paroi. Donc, souvent, on peut passer à côté. Il faut lui poser des questions, palper un petit peu aussi l'hypochondre droit, si elle a répondu à des questions comme ça. Et regarder l'épisio. L'épisio peut y avoir aussi des nodules d'endométriose. C'est rare, mais il faut être un petit peu observateur. Regardez les cicatrices. Parce que souvent, les patientes oublient de vous dire qu'elles ont déjà été opérées, des fois 3 fois, et c'est pas la même chose. Donc, il faut faire un petit peu d'inspection et pas forcément se jeter sur... Alors, quel examen clinique? Paraclinique. L'échographie reste là. Alors, nous, on est un peu déformés parce que dans nos salles de consultation, on a l'échographie endovaginale, etc. Mais voilà, en Italie, ils ont pas beaucoup d'accès à l'IRM, ils sont devenus très forts en échographie et ça marche bien. Et par contre, effectivement, l'IRM, alors balisage ou pas, parce qu'il y a certains radiologues maintenant avec de nouvelles machines qui ont moins besoin, mais ça évolue. Mais c'est vrai que le balisage vaginal et rectal, ça peut aider. Et il faut aussi, je sais pas si on avait demandé, mais bon, des formations un peu fertilité, demander quand même une AMH pour voir un peu où on en est. Ensuite, quelle prise en charge vous allez, on va dire, quelle orientation vous allez donner à votre discours. Là, dans la prise en charge, on va plutôt sur un mode plutôt chirurgical, en fait. D'accord? Dans l'intention. Donc, ça veut dire qu'on prescrit une IRM dans l'intention d'avoir des informations qui vont nous permettre de bien opérer la patiente, d'avoir une AMH pour voir un petit peu les séquelles, trouver un nodule transfixiant, mais bon, voilà, on y est. Le toucher vaginal et le spéculum, j'oublie souvent, mais le spéculum, c'est hyper important. Alors, le spéculum, vous pouvez le faire en deuxième, c'est-à-dire, en fait, si vous ne touchez pas de nodule, vous le mettez pas, ça évite un deuxième examen, et si vous le touchez, voilà. Donc, à l'échographie, l'IRM, on retrouve un nodule rectovaginal infiltrant le vagin et le rectum, une utérosacrée gauche, un endométrium de 5 cm, un kissing ovarien, donc les deux ovaires qui se rencontrent, dilatation urétérale gauche, et donc on montre une atteinte de la paroi rectale sur 2 cm. Donc là, on est dans une endométriose pluriphénotype, donc endométriose profonde, certainement endométriose superficielle et adhérence, et endométrium. Donc c'est classiquement la patiente qu'il faut vraiment discuter en RCP et qui aujourd'hui rentre, c'est assez caricatural, mais on en a souvent comme ça, des patients qui doivent être opérés
et c'est indiscutable. Bon, la patiente peut choisir de ne pas le faire. La problématique, c'est que derrière, on peut faire une fécondation in vitro. Vous savez qu'en France, on a droit à 4 FIV, ou une 5e sur dérogation, et que ça peut aussi se compliquer, parce que quand on va stimuler, mettre les ponctions ovocytaires dans ce magma d'endométriose, on risque d'avoir une pelvipéritonite. Alors, je ne peux pas faire peur, mais ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive chez ce type de patiente. Et on a eu des cas chez qui non seulement il fallait opérer la patiente, mais il fallait l'opérer dans un contexte inflammatoire et infectieux qui était très compliqué. Voilà. Donc ça, faut faire attention à ça. Et voilà. L'objectif, c'est d'essayer d'opérer la patiente. En général, les patientes sont quand même très demandeuses de la chirurgie parce qu'elles vivent l'enfer. Donc en général. La remarque, c'est souvent de dire, ça fait longtemps que j'ai mal, mais personne m'a posé la question. Voilà. Donc il faut, là aussi, le rôle du professionnel de santé du premier recours, c'est de bien établir au départ quel est le profil de la patiente, ses priorités, et de bien noter à un moment donné, même si elle a désiré une grossesse, qu'on a fait quand même un score qui montrait qu'il y avait une dysménorrhée et une dyspareunie. Alors je la raconte à chaque fois, mais je pense que c'est caricatural et c'est bien de le dire. Il y a des fois des patients qui vous disent « j'ai pas de douleur pendant les rapports ». Donc la patiente, vous l'examinez, vous tombez sur cette patiente-là, là, sursaut, quasiment inexaminable, parce que souvent, en plus, releveur, syndrome myofacial, etc. Et elle s'assoit, vous dit, mais sans faire d'analogie, bien sûr, elle me dit, mais vous m'avez dit que vous n'avez pas de douleur pendant les rapports. Et là, à ce moment-là, vous dit, oui, évidemment, ça fait 1 an que j'ai plus de rapport. Voilà. Donc ça, c'est pas, voilà, il faut, l'examen clinique, il faut le faire, et des fois, il faut reposer les questions après l'examen clinique, et ça va vous donner des réponses un petit peu plus spécifiques. Globalement, la patiente qui réfléchit pour vous répondre à la question « est-ce que vous avez mal pendant les rapports ?» c'est qu'elle a probablement mal pendant les rapports. Non, on ne réfléchit pas. Et par contre, il y a des patientes qui ont ce type de phénotype et qui ont 0 douleur pendant les rapports. C'est tout à fait possible. En couple désir de grossesse, 36 ans depuis 18 mois, règle douloureuse, mais quasiment normale avec des antalgiques. Là, vie sexuelle normale, une AMH de 1,1 qui est à peu près correct pour 36 ans. Donc, il y a une atteinte nodule recto-vaginale, atteinte du vagin, adhérence digestive, endométriose de 15 mm sur l'ovaire. On lui a proposé une chirurgie par exérèse du kyste d'endométriose et possible nodule recto-vaginal et possible digestif. Puis un PSI, grossesse spontanée. Confirmez-vous l'attitude de votre collègue? Donc, c'est non, effectivement. D'abord, symptomatologie, réserve ovarienne qui est quand même un petit peu basse, même si elle est 36 ans. Il faut savoir que dans la fertilité, il y a un vrai cut-off à 37 ans, y compris chez les patients non malades. À partir de 37 ans, il y a la fertilité, elle descend comme ça, et à 37 ans, ça fait un peu comme ça. C'est pas valable pour tout le monde, ce sont des moyennes, évidemment, mais ça à prendre en considération. Si on traite ce kyste de 15 mm, ça va rien changer à sa fertilité, mais on va surtout aggraver la réserve ovarienne. La chirurgie, dans des mains expertes entraînées, elle peut très bien se passer, il y a peu de complications, mais il y en a, et il suffit que ça tombe chez cette patiente. Donc le bénéfice va être 0. Ne pas oublier que la chirurgie, avant tout, c'est l'indication. Ouais, ça, c'est les chirurgiens vasculaires qui vous le disent. C'est la réussite d'une chirurgie, ça peut être le chirurgien ou la chirurgienne, mais avant tout, c'est l'indication. Voilà. Si vous avez une mauvaise indication et que vous êtes un très bon chirurgien, ça peut quand même être la catastrophe. Et ensuite, on n'a pas de bilan suffisant, on ne sait pas trop où on va, et c'est là où on va se trouver sur des chirurgies où on va un peu gratter. C'est bon qu'on essaie d'éliminer de nos dialogues les patientes, mais parce que le chirurgien dit j'ai un peu gratté, j'ai un peu coagulé, et puis voilà. Et voilà. Donc on fait plutôt une indication d'AMB première. Pardon. Par contre, effectivement, si la patiente a une chirurgie et s'il y a 2 échecs de FIV, à ce moment-là, il faut reprendre le dossier et re-questionner. Et en général, normalement, il est indiqué de faire une intervention chirurgicale. Ah oui, la dernière, c'était des cas cliniques qui ont été postés en ligne. Donc là, c'est vraiment du live, c'est des vraies consultations. Donc là, c'est une patiente qui avait des règles hémorragiques et des douleurs violentes qui a motivé des consultations aux urgences à plusieurs reprises. Elle a essayé des pilules stroprogestatives, Mirena, Sawis, Nexplanon, peu efficaces, de façon très peu durable. Elle a fait plusieurs échos, plusieurs IRM qui sont discordants. Un coup, on trouve une endométriose, un coup, une atteinte des ligaments utérosacrés sur 2 IRM. Les douleurs persistent, la dyspareunie positionnelle persiste. Elle consulte encore une fois, c'est tout frais, janvier 2023, avec un kyste de 85 mm. On lui dit soit c'est hémorragique, soit c'est un endométrium, soit c'est un hydrosalpinx. Et là, elle est en attente du nouvel IRM. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer de patiente qui a un parcours donc chaotique, parce qu'en gros, là, ça veut dire que très clairement, et c'est des cas fréquents, elle a vu plusieurs médecins. À chaque fois, ils ont fait ou une écho ou refait une IRM. Enfin, en gros, chaque médecin qu'il a vu ne savait pas trop quoi faire. Globalement, c'est ça. Donc, on refait une écho, on refait une IRM, on refait une écho, on refait une IRM. Et on essaie toutes les molécules de la Terre. Et finalement, une patiente qui est jamais soulagée et qui souffre, elle consulte aux urgences. D'accord? Mais voilà, il faut que cette patiente elle rentre dans un réseau expert où effectivement, on va lui proposer une échographie par un échographiste
expert, une IRM par radiologue un petit peu plus habitué, une vraie prise en charge que finalement elle n'a jamais eu, parce qu'elle a tout eu finalement, mais un peu de façon décousue. Donc cette patiente, il y a évidemment une forte suppression d'endométriose, on a quand même vu 2 fois des ligaments hétérosacrés, donc on peut quand même imaginer que les radiologues ne l'ont pas inventé. Il y a un échec du traitement médical, il y a une altération de la qualité de vie. Donc allez, on peut essayer de nouvelles pilules parce qu'elle n'a eu que des pilules discontinues quand même dans son truc, on peut lui proposer un microprogestatif continu. Clairement, il faut l'examiner, on n'a aucune notion d'examen clinique dans ce dossier médical. Aucune, ça on l'a dit plusieurs fois. Et évidemment, s'il y a un IRM bien fait qui est concordante avec l'examen clinique, c'est ça qui est important aussi. Un IRM qui dit ligament hétérosacré, mais touché vaginal indolore, ou inversement, un ligament franchement rétracté, une IRM négative, on va se poser la question. Maintenant, quand les deux sont concordants, c'est quand même, ça pousse un peu vers la chirurgie. Et attention toujours donc au risque d'échec. Si cette patiente a une adénomiose pure qui a été sous-estimée, vous allez l'opérer, trouver quelque chose ou pas grand-chose ou peut-être rien, elle va toujours souffrir autant derrière. C'est un traitement médical bien conduit, puis des examens faits par des gens qui ont l'habitude, puis éventuellement adressé pour avis chirurgical, dans cet ordre-là. Et la dernière, donc là, c'est un dossier que j'ai même pas volé, il est tout brut, on l'a eu tout à l'heure, juste avant le début. Donc, c'est une endométriose de l'intestin de 2020, un ligament hétérosacré, une adénomiose, donc diagnostiquée en 2020, patiente qui a beaucoup de facteurs de risque vasculaire, donc elle a un facteur 2 muté, elle a un diabète de type 1 sous pompe, elle a une hypothyroïdie stéatose et une migraine avec cora, qui fait partie aussi des migraines avec cora, des facteurs de risque vasculaire. Donc attention, pour les pilules aux patientes migraineuses, c'est considéré comme un facteur de risque vasculaire. Donc la patiente, en dehors des traitements indispensables comme l'insuline et le lévothyrox, elle est mise sous Slinda. Elle est et après on prescrit comme toujours quand elles ont des dyspareunies, des crèmes hydratantes, lubrifiantes avec et des traitements pour la migraine. Et donc la question c'était, ensuite elle est sous-optimisée avec un spotting, elle a des crises, des poussées, enfin ce qu'on appelle des poussées inflammatoires. On a souvent dans l'endométriose, de l'adénomiose, des patientes qui vous décrivent mais j'ai une douleur violente, j'ai été aux urgences. Très souvent les urgentistes, ils vont faire un scanner, ils vont faire ce qu'ils savent faire, ce qui est normal, faire un scanner pour éliminer une appendicite, enfin une urgence médicale ou chirurgicale. Très souvent, à part des antalgiques, ces patientes sortent pas très soulagées, et c'est normal, c'est pas le boulot des urgences de gérer ce genre de pathologie. Voilà, donc globalement, elle a pas mal, donc là, elle est mise sous Slinda, mais elle a une aggravation des migraines, toujours des douleurs, une baisse de la libido. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer à cette patiente? Alors, juste un mot sur la baisse de la libido, parce que quasiment toutes les patientes en parlent et accusent la pilule en général. Moi, je leur donne toujours comme exemple que si vous prenez une décharge électrique chaque fois que vous mangez du chocolat, vous allez moins aimer le chocolat, et c'est pas le chocolat le problème, c'est la décharge électrique. Donc la libido, quand on a mal et qu'on a des rapports douloureux, voilà, mais qu'est-ce qu'on va proposer à cette patiente? Finalement, tout ce qu'elle n'a pas eu. Donc effectivement, des fois, il faut galérer un petit peu, et elle, on n'a pas beaucoup d'options, mais il va falloir trouver un traitement médical qui arrive à couper ses règles et qui la soulage. Alors c'est vrai qu'avec les facteurs vasculaires, on est un petit peu plus limité. Ceci dit, elle a 21 ans, donc on pourrait quand même lui prescrire une pilule type Sawis. Mais voilà, avec le facteur 2, le diabète, la migraine, c'est sûr, ça risque d'être compliqué en termes de tolérance et d'effets secondaires. Les stériles hormonaux pour ces patientes-là, c'est des bonnes options, parce que même si c'est un peu moins efficace, ça peut être une arme intéressante, on n'a pas de risque vasculaire. Et après, bien sûr, il faut qu'elle soit bilantée. Il faut qu'elle ait qu'elle ait un examen clinique, qu'elle ait une échographie, éventuellement une IRM. 21 ans, il est peu probable qu'on retienne une indication chirurgicale, mais il faut savoir aussi qu'avec un diabète, et ça on le voit des fois, alors chez les patients si jeunes c'est rare, mais le syndrome d'hypersensibilité, les douleurs neuropathiques, c'est beaucoup plus fréquent chez les diabétiques, surtout c'est un diabète qui est mal équilibré. Je crois qu'on avait son poids et sa taille à la base, et elle était un petit peu en surpoids en plus, cette patiente de mémoire. Enfin bref. Donc, il faut qu'elle soit très équilibrée au niveau diabète. 2, trouver un traitement adapté. Et 3, explorer sa pathologie, et sans doute avec un avis algologique, spécialiste de la douleur. Voilà, c'est un peu un thème qu'on n'a pas voulu aborder là ce soir, parce que c'est le thème c'est un gros pavé, donc c'est le thème de la prochaine formation qui a lieu au mois de mars, le 20-21. Mais effectivement, le traitement de l'algologue, ça concerne toutes les patientes, mais il n'y a pas non plus beaucoup de centres de douleur et d'algologues, donc il faut essayer aussi d'apporter certaines solutions avant et de sélectionner les patientes avant d'aller voir l'algologue. Mais c'est pas un thème qu'on a voulu complètement écarter, mais on a voulu quand même parler de l'algologie et des indications sur un thème, sur une formation bien particulière. Donc on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous. À bientôt. Parce que de nombreuses femmes souffrent en silence, parce que le diagnostic est complexe, tardif et difficile à comprendre, parce qu'il faut se battre pour une meilleure prise en charge et pour être entendu, parce que c'est aussi une maladie de couple. EndoFrance a été créée en 2001 pour soutenir les femmes et leur entourage. Rencontres amicales, groupes de parole et ateliers sont autant de lieux d'échange sur le comment vivre avec la maladie.
Grâce à notre comité scientifique composé d'experts reconnus pour leurs compétences, nous délivrons une information validée scientifiquement. Pour informer le public sur cette maladie gynécologique chronique touchant 1 à 2 femmes sur 10, nous organisons semaine après semaine, dans toute la France, des conférences et des tables rondes. Pour compléter notre mission d'information, nous avons publié les idées reçues sur l'endométriose avec le soutien de spécialistes et avons coproduit le film « Toi, mon endo ». Ayant à cœur de faciliter un diagnostic précoce pour les adolescentes, nous menons des actions de sensibilisation dans les collèges et lycées et intervenons dans la formation des infirmières scolaires. Agissant depuis notre création auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la maladie, nous avons également rédigé un chapitre des recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose publié par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Nous travaillons avec les autorités publiques à la mise en place des filières de soins dédiées à l'endométriose et intervenons dans diverses commissions ministérielles. Première association de lutte contre l'endométriose à être agréée par le ministère de la Santé en 2018, nous œuvrons sur le terrain en étant un pont entre institutions médicales et patients. Depuis 2016, nous avons versé plus de 150 000 € à différentes équipes de recherche dédiées à l'endométriose. Parce qu'association rime avant tout avec engagement et surtout don de soi, EndoFrance a la chance d'avoir une marraine et un parrain très investis. Laetitia Milot œuvre à nos côtés depuis des années afin de sortir la maladie de l'ombre. Elle a créé en 2016 le tout premier spot de sensibilisation diffusé sur plusieurs chaînes TV, dont TF1. Thomas Ramos, rugbyman, témoigne en avril 2019 et lève le voile sur le difficile rôle du conjoint vivant au quotidien les difficultés que peut avoir la femme atteinte d'endométriose. Mais pour que les 3 mots d'EndoFrance, soutenir, informer, agir, puissent autant résonner sur le territoire national comme international, il faut également la force, le regard et l'investissement de plus de 110 bénévoles, de plus de 2300 adhérents et de plus de 60 000 followers. Un travail colossal où rigueur rime avec partage, où empathie rime avec action, où solidarité rime avec espoir.